Aujourd'hui, on apprend à partir nos semis grâce au conseil privilégié de notre expert Richard Dufour. Je suis tellement reconnaissante de la générosité de Richard qui nous a donné accès à sa formation complète sur les semis. Donc, on est très privilégié de pouvoir vous offrir ça aujourd'hui. Richard est un passionné de permaculture et d'arbres fruitiers. Il est vice-président aux opérations du Collectif 21, une forêt-jardin en permaculture qui est située à Boucherville. Il est également co-administrateur de la page Facebook Arbres fruitiers Québec qui compte plus de 30 000 membres. Il a également sa propre chaîne YouTube qui renferme une foule d'informations ultra pertinentes qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les liens dans la description, que ce soit pour sa page Facebook ou sa chaîne YouTube, donc vous allez pouvoir continuer de le suivre. Pour ma part, je suis Sandra de la chaîne EcoTouch, le meilleur endroit pour s'inspirer et développer notre autonomie alimentaire. Si vous voulez plus de conseils pratico-pratiques comme la formation que Richard nous offre aujourd'hui, je vous invite à vous abonner juste en dessous. Vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner et vous activez la cloche. Comme ça, vous recevez une notification à chaque fois que je sors des nouvelles capsules. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous asseoir confortablement. Petit café, thé, tisane à la main et assister à cette magnifique formation offerte généreusement par Richard Dufour. Alors, allons-y, c'est parti! Ça va être ça, ce matin, là, je veux vous montrer, faire la démonstration, sans nul doute, que on n'a pas d'excuse pour pas jardiner. Si on aime ça, si on n'aime pas ça, on ne jardine pas. OK? Je veux juste vous dire que si vous avez un petit bout de balcon, on peut faire des jardins en pot. Si on peut faire des pousses, des jardins en pot, on peut glaner. Les nouveaux, là, vous allez voir, on va ramasser des arbres fruitiers un peu partout dans Boucherville. OK? Si ça vous tente. On peut faire du glanage. On peut faire des jardins en bac si on a mal au dos. Puis, il y a des jardins collectifs et communautaires. Moi, je dis que les collectifs sont les meilleurs. Mais, on jardine tout le monde ensemble, qu'on se fait égal. Il y a des jardins communautaires, vous pouvez avoir, mettons, 1,5 mètre, 2 mètres par 5 mètres, payez 25 $, puis vous faites ce que vous voulez dedans. Nous autres, on jardine tout le monde ensemble. Fait il y a moyen de faire pousser une partie de ça. Il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. Ici, là, il y a une chose. Là, on va donner les principes de base. Nous autres, c'est plus que bio, on va parler de permaculture. Fait que, même dans tout ce qu'on fait, incluant les pousses, on va définir c'est quoi le conventionnel, c'est quoi le biologique, c'est quoi la permaculture. Ça marche? Le conventionnel, c'est ce que on peut faire dans les grandes cultures souvent, c'est-à-dire si on a un problème de puceron, on met un insecticide. Si on a un problème de champignons ou de blanc, de l'oïdium, peu importe, on peut mettre un fongicide. Ça, c'est le conventionnel. Nous autres, on ne fait pas ça. Le biologique, il y a des produits de remplacement. Pour prévenir l'oïdium, on pourrait vaporiser du soufre. Dans le biologique, c'est accepté. Il y a des produits de remplacement. OK? Si vous remarquez ici, ben, on démolit un peu tout parce quand on vaporise des produits chimiques, on tue tout ce qu'il y a, incluant les insectes bénéfiques. Dans le biologique, il y a des répulsifs, puis il y a aussi, répulsif est bon, mais il y a des répulsifs, puis aussi des insecticides qui sont biologiques. Tu sais, il y a du savon, tu sais, entre autres dans le bio. On peut utiliser bon, pas du savon de sel, mais des savons noirs, entre autres, ouais. En permaculture, pour les nouveaux, vous allez voir, en permaculture, ce qu'on fait, premièrement, on essaie de planter des plantes qui sont résistantes aux maladies fongiques, puis aux virus, puis aux autres maladies. Puis l'autre chose, c'est qu'on va favoriser un écosystème pour attirer les prédateurs si on a un problème de pucerons, pour attirer, tu sais, pour vraiment essayer d'avoir un système plus complet. Dans le fond, on va essayer, puis tu sais, vous l'avez vu au jardin, puis cette année, entre autres, le défi, ça va être de compléter nos planches avec des fleurs, comestibles si possible. Vous allez voir, on essaie toujours d'avoir 3 utilités à chaque plante. Pas juste que ça fasse beau,
si ça peut faire beau, c'est comestible, ça attire les pollinisateurs ou ça les garde chez nous quand il y a moins de fleurs. C'est bon pour la biodiversité, les oiseaux, tout ça. Là, ça, c'est quelque chose de winner, puis on va essayer de planter des plantes les plus utiles possibles. D'où ça vient, permaculture? Il y en a quelques-uns, dont moi, qui ont fait du latin. Dans le fond, c'est de l'agriculture ou de la culture permanente. C'est la contraction de ces deux mots-là. C'est pas un dogme. On a des filets en plastique, entre autres, pour nous protéger de certains insectes, parce qu'il y a des insectes qui sont particulièrement agressifs. Puis il y a des oiseaux aussi, il faut protéger une partie des cultures. Donc, on chemine vers quelque chose de plus permanent. En gros, là, quand on jardine, on va passer nos décisions à travers trois filtres. Prendre soin des humains, prendre soin de la nature, et partager les surplus. Fait que quand on va prendre une décision, on va passer ça à travers ce filtre-là. Des fois, tu sais, on est des humains, on n'est pas parfait, c'est clair, mais on va faire notre possible pour prendre soin des humains, prendre soin des personnes qui sont au jardin, pour prendre soin de la nature. On va essayer de créer des écosystèmes, on va diversifier nos écosystèmes. Vous allez voir, la vie, elle explose au jardin. Tu sais, on le voit, là, il y a de plus en plus d'espèces de batraciens, d'oiseaux, de reptiles, d'insectes. Prendre soin de la nature, puis partager les surplus. Puis ça, l'an passé, pour vous donner une idée, on a récolté, ça c'est ce qu'on a produit au jardin, puis ce qu'on a glané, 5000 livres, 2200 kilos. Puis, on en a donné 2500 à des banques alimentaires, ce qui est très significatif. Okay? 2500 livres qu'on a donné, ou 1100 kilos, à peu près, 1100 quelque chose kilos. Okay? Donc, c'est significatif. Fait que quand on prend soin de la nature, on veut, dans le fond, laisser, puis ça, c'est ce qu'on a dans la tête, on veut laisser ce petit endroit-là qu'on jardine dans un meilleur état que quand on est parti. Je ne veux pas juger le conventionnel. S'il n'y avait pas de conventionnel, de grande culture, on ne mangerait pas. Okay? Puis, les fermiers, ils ont toute mon admiration, là, parce que c'est important ce qu'ils font, ils nourrissent tout le monde. Puis ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur a montré. Okay? Mais, cette agriculture conventionnelle-là, on laboure la terre, on la revire de bord. Parce que la terre, c'est très, très, très vivant. Dans ça, il y a des milliards de bactéries et d'animaux. Il y en a des milliards. Okay? Dans ce sol, en vie. Fait que, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment ce qu'on veut laisser, c'est nos jardins, on veut qu'ils soient en meilleur état que quand on est arrivé. On veut bâtir un sol pour qu'il soit plus vivant, pour que la biodiversité soit plus grande que quand on est arrivé. Quand on est arrivé, hein, Marie, la première réunion qu'on a faite, c'était un champ, puis il y avait du chien dedans, puis c'était du chien dedans, du plantain, du trèfle. C'est pas mal ça. Puis là, la biodiversité, elle explose. Puis tout ce qu'on avait, c'était de l'argile. C'est un sol limono-argileux. Il y a à peu près 50 cm de sol mort, dont on a hérité. Puis de l'argile, c'est soit de la boîte, je me suis pogné quelquefois dans la terre avec mon char, c'est soit de la boîte ou de la brique. Tandis que dès qu'on met du copeau, dans le fond, on imite une forêt. Donc, dès qu'on met... Tu sais, une forêt, là, il n'y a jamais personne qui passe le balai là-dedans. Le tour de quoi à terre? Hein? Tu sais, des feuilles, des branches, tout ça. Nous autres, c'est un petit peu ce modèle. On s'inspire de la nature pour faire quelque chose qui est pérenne, qui est permanent dans le temps. OK. Ça, c'était les grands principes. Évidemment, vous allez voir, on a des bulles. On a vraiment des tubercules, des bulles et des semences. On va favoriser au jardin, on va favoriser les semences de plantes qui sont vivaces. Il y a des affaires que vous allez voir que vous n'avez jamais vues. Du cherny, ou qui est très peu probablement, nous autres au jardin, on a tout mangé, mais du topinambour, si vous voulez des recettes, il y a Pierre à côté. Mais vous allez voir. Puis on a des bulles aussi, des oignons égyptiens, des choses comme ça qui sont pas souvent. On va compléter cette année, puis là, c'est la raison pour laquelle on va parler des semences. On va compléter avec pas mal de plantes herbacées annuelles. Donc, des tomates, des poivrons. Attendez-vous à ce qu'il y en ait pas mal cette année. OK?
parce que là, on veut juicer la production un petit peu. On parle des semences. Quand vous achetez un sachet, il y a toujours le nom de la compagnie, il y a le prix évidemment, l'espèce, le nom du cultivar, c'est trop... Ici, ça c'est le nombre de jours pour produire, c'est trop optimiste, faites attention. C'est 55 jours, mais 55 jours dans des conditions idéales. Vraiment des conditions idéales. S'il fait fret, ton cocon ne poussera pas, là, tu sais. Mais puis on jardine dehors, fait qu'on ne contrôle pas la température. Fait que ça, c'est un peu optimiste comme d'habitude. Nous autres, vous allez voir, on ne prendra pas d'hybride. Puis encore là, je ne suis pas dogmatique, mais des fois, il y en a des hybrides. Mais on essaye d'avoir des variétés patrimoniales parce que souvent, ces variétés-là se perdent. Avec l'industrialisation de l'agriculture, il y a très peu de variétés qui restent. Des variétés commerciales, c'est toujours à peu près les mêmes affaires qu'on mange. Tandis que là, on va favoriser la diversité et la grande richesse de ce qui a été développé par ceux qui sont passés avant nous. On continue? OK. Cette présentation-là, je vais vous la faire parvenir par courriel. Donc, ici, il y a tous nos semenciers sur cette page-là puis sur l'autre, Marie. Il y a la liste des semenciers que j'ai trouvés sur Internet, de tous les semenciers locaux. Entre autres, on n'a aucun lien avec des semenciers, ça je veux vous dire, on n'a aucun lien particulier, mais j'ai commandé de certains de ces semenciers-là cette année. Valérie aussi a placé des commandes. On rentre dans le vif du sujet. Les dates de plantation. Ça, j'ai tiré ça du site du Jardin botanique de Montréal. Donc, c'est adapté à Montréal. À Québec, ça ne marche pas, cette affaire-là. Tout est décalé 10 jours, de 7-10 jours, dépendamment des années. Puis, il y a des printemps plus tôt, puis il y a des printemps plus tardifs. On s'enligne pour un petit printemps tardif cette année. Puis, on a eu 2 printemps extrêmement hâtifs en 2021-2022. Donc, toutes ces dates-là, il faut que ça soit réajusté. Puis, je veux juste vous dire que si on sème des tomates, qu'on les sème trop tôt, on va avoir des plants, pas de feuilles, ça de long, puis vous allez le voir, là, les feuilles vont être pas là, on met ça au soleil, puis ça brûle. L'important, c'est, moi, j'aime toujours partir un petit peu plus tard, avoir des plants qui sont forts, qui sont solides. Quand on les transplante, il y a une belle balance. Tu sais, moi, acheter une caissette, tu sais, c'est des plugs, là, des petites multicellules. Il y a ça de racines, puis le plant, il est ça de haut. Tu sais, on le plante. C'est sûr qu'il va falloir qu'il fasse des racines, ce plant-là. Ça ne marche pas, là. C'est complètement débalancé. J'aime mieux avoir un bon ratio de racines puis de plantes. C'est-à-dire, j'aime mieux avoir un plant de tomate ça de haut, mais dont les racines sont bien proportionnées par rapport au haut, par rapport aux parties aériennes. Okay? C'est pour ça que moi, j'aime mieux être toujours sur les dates les plus tardives. Fait que moi, les plants de tomates, je passe en avril. Fin avril, pas grave. Ils sont juste mieux équilibrés. C'est sûr que ça fait une plus belle photo quand vous plantez votre plant. Il est ça de haut, il a été boosté. Mettons, au magasin, il a été boosté avec du 20-20-20, des affaires, tu sais, des engrais. C'est sûr que ça fait des beaux plants. Ils n'ont pas de racines, ces plants-là. Quand vous le plantez, ça a déjà de l'air fini. Tu sais, wow, il est prêt, il y a des tomates après. Il n'y a pas de racines, il ne peut pas faire de fruits. Fait, essayez. Moi, des cas, je préfère toujours me tasser vers les dates les plus tardives. Il ne faut oublier que le dernier gel ici, ça arrive sud de Montréal, il est aux alentours du 11 mai, dans ce coin-là. Là, je vois de mémoire. Ça, c'est la date moyenne du dernier gel. C'est une moyenne. On a eu un gel il y a 2 ans. Fin mai, 29-30 mai, on a eu un gel. On avait planté tout ce qui craignait. Les tomates, les aubergines, les poivrons ont tous été gelés. Ça a tout cramé. Les tomates ont survécu, mais ils ont mangé une volée. En fait, excusez-moi, mais le mois de mai avait été exceptionnellement chaud. Ouais. On mettait tout au jardin. Il faisait 25-30. Une nuit, toutes les aubergines sont mortes, à peu près tous les poivrons, puis on a sauvé. Les tomates qu'on a sauvées, ils ont resté de même pendant 2 mois. Là. Ils ont mangé le volet. Fait que les dates, là, faites attention. Puis si la date moyenne du dernier gel, c'est le 11,
La plupart du temps, vous allez être correct à planter vos plants de tomates le 20. Tu sais, moi, je regarde toujours la météo des 2 prochaines semaines dans ton plan. Mais là, on s'est fait avoir, il y a eu un peu de froid. À la fin. Il y a une tendance au gel à la pleine lune aussi. On Ouais. peut surveiller ça aussi. C'est La sûr. pleine lune est 20, 25. C'est surtout aussi quand il y a des nuits, pas de nuages. Parce que les nuages, c'est comme une doudou par-dessus nous autres. Là. OK, prochaine, s'il vous plaît. Question. Allô? Sur les sachets, il y a souvent la date de semis. Oui. On peut-tu se fier à ça au niveau d'aller carrément sur ça? Parce qu'ils vendent le même sachet. En Floride puis au Canada. Ouais, Ah, c'est pour ça que je pose la question. c'est ça. Ils vendent le même sachet là, pour Montréal, pour Toronto. C'est le même, là, il est bilingue, le sachet. Là. Montréal, Toronto, Québec, Vancouver. puis le lac Saint-Jean. Fait que non, c'est ça. C'est les dates que je vous ai montrées là. Ça marche? Puis on adapte. À chaque saison. Il n'y en a pas deux pareils. L'an passé, il a mouillé. Puis les plants de tomates, il y a plein de maladies, de plants de tomates, ça a été l'horreur, incluant pour les producteurs en passant. Sauf s'ils mettent des fongicides, mais tous les bio, ils n'arrachaient. Tandis que, il y a 2 ans, en 2021, il fallait se cacher à un moment donné l'automne parce qu'il y avait des tomates, on ne savait plus quoi en faire. C'est ça le jardinage. Moi, je jardine avec cette marque-là. Je n'ai pas de lien financier avec eux autres, mais je jardine avec cette marque-là, avec ProMix. L'idée, là, c'est que ça prend un terreau, puis biologique en passant. Présentement, j'en ai acheté un beau ballot. Ça, c'est du compressé, là. Ça veut dire que tu fais l'équivalent de 2-3 fois ce volume-là. OK? Si on veut partir des tu sais, si vous voulez, là, partir... si vous ne mangez pas, là, ça ne va pas bien aller. Ou si vous mangez des chips et d'alcool à tous les jours, ça ne marchera pas. Ce terreau-là, il est vraiment complet. Et aussi, on va le voir, les racines ont besoin d'air. Parce qu'il faut que l'air, c'est surprenant, mais les racines, il faut que l'air pénètre dans le sol. Clairement. Parce qu'il y a des bactéries fixatrices d'azote là-dedans. Il y a toutes sortes de bébés, il y a toutes sortes d'organismes. Puis si l'air ne pénètre pas, puis que le sol reste saturé en eau, tu sais, mettons, si on va au magasin pas cher, là, c'est un sac à 1 piastre, machin, là, ça, c'est compacté au bout. C'est pour faire pousser des nénuphars, ça, ou des quenouilles. Pas des plants de tomates et des choses comme ça. Pour à peu près tout ce qu'on a au jardin, puis c'est juste, si je dis à peu près, c'est parce que je ne pense pas à aucune exception, ça prend un terreau comme ça, c'est la meilleure qualité, puis c'est ce que les professionnels prennent. Donc, oui. Pareil pour les pots que pour... Oui. Toutes mes plantes, c'est ça. Puis c'est aéré. Même pour les pots. Pour les plantes en pot. Oui, moi, je fais les plantes de tomates que je vais apporter chez maman, c'est ça, point final. On ne se pose pas de questions. Puis il y a tellement de nutriments là-dedans, c'est bon pour l'été quasiment. On va en parler tout à l'heure de la nutrition des plantes. OK? Prochaine, s'il vous plaît. Les semis. On peut faire des semis. Quand le taux, on n'a pas parlé du taux de germination. Le taux de germination, ça varie d'une plante à l'autre. Il y a des plantes qui germent. Puis toutes les variétés commerciales sont faites, c'est comme des chars de course. Ils partent tout en même temps. Tu sais, dès qu'il y a de l'eau, puis il y a un sol, dès qu'ils sont arrosés dans un sol, ils partent tout en même temps. Tu sais. Parce qu'un cultivateur, il veut tout récolter la même date, idéalement. Mettons un champ de dinde, là, tu sais, ça ne tente pas d'aller en casser un de temps en temps dans son champ. Lui, quand il récolte, il récolte. Bon. La nature, elle ne marche pas tout le temps de même. Il y a certaines plantes, on ne rentrera pas beaucoup dans les détails, mais les plantes annuelles, règle générale, vont démarrer à peu près toutes en même temps. Ce qu'on achète, nos légumes habituels. Mais il y a un éventail. Tu sais, si on sème des graines de tomates, on en fait 100, mettons. Il y en a qui vont démarrer en 4 jours, puis il y en a d'autres, ça va prendre une semaine. Puis c'est normal. Parce que c'est comme un petit filet de sécurité pour la plante. Mettons qu'il y en a qui partent, il y a un jet, il reste encore d'autres plantes pour, tu sais. Fait que, vous allez voir, on peut les semer individuellement. Moi, mettons les plants de tomates. Plants de tomates, c'est 90-95% de réussite. C'est le taux de germination. Par contre, je vais vous montrer ici. Ça, je vais vous en parler tout à l'heure. C'est exactement comment je conserve mes graines de tomates.
OK? Ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Puis, selon la date, je vais mettre 1 ou 2 graines. Ceux-là, ils ont été récoltés en 2016. C'est des belles tomates roses, 1,5 pouce par 2 pouces. Des belles petites tomates roses juteuses. Fait que moi, je fais juste prendre mon couteau, là, puis je badigeonne un petit peu. Oui? La semence, c'est encore bonne? Oui. C'est ça, j'allais dire, moi aussi. Oh, oui, c'est pas ça. Pour les tomates. Pour les tomates, c'est pas ça. C'est bon au moins 10 ans. Ah oui? Mais le taux de germination va peut-être baisser à 80 Fait que quand j'ai des tomates 2016, on va mettre 2 graines dans chaque multicellule. Puis quand les. Vois-tu, ça c'est 2011. Sweet 100. Ça, c'est des petites. Celle-là, c'est 2011. Je vais en mettre 2, 3 par multicellule. Bien souvent, il y en a 2, 3 qui vont lever pareil, mais des fois, il y en a une. Puis des fois, si ça ne germe pas dans cette cellule-là, puis je n'ai 3 dans l'autre, je vais prendre un plant et je vais le transplanter. Fait qu'il ne faut pas penser que chaque graine va réussir. Il y en a qui vont pourrir, ça se peut. Il y en a qui sont mortes, ça se peut. Bon. Fait qu'il y a un taux de germination là-dedans. Fait que si le taux de germination est très bon, on peut mettre, mettons, 2 graines, puis garder 2 graines par multicellule, puis garder la plus vigoureuse, la plus belle. Si le taux de germination est plus aléatoire, on peut, Marie, on peut semer à la volée. Je ne l'ai pas ici, mais quand on a transplanté là, à la serre, tu sais, Gilles, on avait des petits contenants, il y avait 200-300 graines dedans, 200-300 petits plants, toutes dans le même pot. Okay? Et nous autres, ben, on prenait chacun avec le plus de racines possible, puis on le repiquait dans les multicellules. Okay? Quand notre taux de germination est so-so, quand on veut, tu sais, quand les graines sont très très petites, on peut y aller à voler, on fait germer, puis après ça, on transplante. Tu sais, Marie, c'est ce qu'on a fait, qui c'est qui était là avec nous autres? Irène, oui. Fait que c'est ce qu'on a fait. Mario, tu étais là aussi. Ouais. Oui. Eux, ils sont à voler, puis après ça, on repique. On repique les beaux plants, parce qu'on peut choisir. Les plus beaux plants. Il y en avait des petits, des moyens, des gros. C'est ça, il y en avait tellement, on prenait qu'est-ce qui on prenait les plus beaux. On prenait les plus beaux. Okay? Fait que ça, c'est une façon plus industrielle. Si en plus grosse quantité, on peut faire ça. Maintenant, eux, ils ont une belle arrosoir. Un bel arrosoir. Puis ça, c'était... Tu sais, eux autres, tu sais, au cégep, là, il y avait un beau jet fin et tout ça. Mais nous autres, avec l'arrosoir qu'on a, là, qui sort ça de gros, le jet d'eau, là, on va tout arracher avec ça. Fait que moi, ce que j'aime bien faire, c'est arroser par mettre là, ça va monter, puis l'eau va monter dans les pots. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas laisser d'eau là-dedans. Parce que l'eau stagnante, les racines vont pourrir. Okay? Donc, peu importe, si vous avez un arrosoir qui fait une douche très très fine, vous n'allez pas démolir la motte ici, mais si vous n'êtes pas équipé de même, ben moi j'aime bien arroser par en dessous, mais après ça, quand la motte est humide, on vide le soupeau. Oui, Monique? Richard, est-ce que ça fait une différence de prendre l'eau du robinet avec une certaine quantité de chlore ou laisser s'évaporer le chlore avant de... Oui, c'est une bonne question. Moi, quand je vide mon arrosoir, je le remplis d'eau puis je le replace tout de suite après. Ça prend 24 heures à peu près au chlore à s'évaporer, à peu près. Il reste toujours du chlore. Le chlore, c'est un peu notre ennemi, c'est un désinfectant. Puis le sol, ben, on veut qu'il soit vivant. On va en parler du sol vivant tout à l'heure. OK? Merci, bonne question, René. Prochaine, s'il vous plaît. Et on va s'en parler beaucoup. Une graine, ça germe comme ça. Premièrement, celle-là, ben, elle aurait pu être dans son enveloppe au complet. Là. Ça, c'est comme bon. Mettons qu'elle est dans son enveloppe au complet. Il y a une première racine qui sort. La racine commence à faire des petits radicelles. Ça, c'est l'enveloppe. Ce qui va sortir ici, c'est les cotylédons, les 2 premières feuilles. À peu près toutes les plantes, quand ils germent, les premières feuilles, puis ça, prenez des notes, il y a l'examen après. Ça s'appelle le cotylédon. Les cotylédons, ce n'est pas les vraies feuilles. Les plantes, ils ont évolué comme ça, à peu près toutes, puis après ça, ils se sont diversifiés, mais ils ont gardé les cotylédons. Les cotylédons, ces feuilles-là ne sont pas importantes. Des fois, c'est des réserves d'énergie. Des fois, c'est juste les 2 premières. Quand la graine est bien petite, les cotylédons, ben, c'est 2 feuilles rondes d'habitude, une chaque bord. C'est comme ça que les plantes poussent. Puis là, les vraies feuilles commencent à pousser.
Fait qu'on va se parler du stade des cotylédons, puis on va se parler du stade des vraies feuilles après. Parce que quand on ne transplante pas quand il y a juste les cotylédons. Parce que tu es encore en train de faire des racines. Ici, là, il n'y a pas beaucoup de racines. Ici, il va commencer à y avoir des racines, puis je transplanterai un petit peu plus tard que ça. On continue. Germination. Là, vous allez avoir, la présentation, puis c'est sûr que, bon, vous avez le nombre de jours ici, puis vous avez une fourchette de jours. Tu sais, je vous l'ai dit, ça ne germe pas tout en même temps. Tu sais, Mario, tu sais, les plats qui étaient semés, il y en a qui venaient juste de sortir, puis il y en a d'autres, c'est des petits vites qui étaient déjà sortis, puis tu avais de la racine. Là. Il y avait différentes hauteurs. Il y avait différentes hauteurs. Puis la nature est faite de même. On n'a pas toutes la même hauteur, nous autres non plus, en passant. Puis on ne part pas toutes pareil. Il y en a qui commencent, sont petits, puis ils mesurent 4 livres, puis il y en a d'autres, ben, une de mes filles faisait quasiment 9 livres. Fait que c'est la même chose. Puis ma fille est née à 9 mois et 2 semaines. Tu sais, puis en passant, la personne qui m'a montré à jardiner, c'était un pommiculteur. Je le trouvais vieux à l'époque, il avait à peu près l'âge que j'ai là. Je le trouvais très, très vieux. Puis il était tellement gentil, puis je pense toujours à lui quand je fais ces présentations-là. Il s'appelait M. Barré. Puis c'était un pommiculteur, puis il avait appris de la terre, mais lui, quand il m'expliquait quelque chose, il reliait toujours ça. Il ne nous déconnectait pas de la nature. Quand il me disait, là, une pomme se forme, ma conjointe Nathalie est enceinte de notre première, et il disait, regarde, il disait, tu sais, la branche est petite, elle ne pourra pas faire une grosse pomme. Là. Puis là, ben, il parlait de ma fille. Il ne me le disait pas, mais il fallait que je le déduise. Il parlait de ma blonde, 5 pieds 2, 100 livres. Tu sais, 5 pieds 2, puis 100 livres. Il me disait, ça fait un gros bébé, t'es dans le trou, mon grand. Là. Puis c'est comme ça qu'il m'expliquait. Fait que souvent, vous allez voir faire des analogies. C'est pas. Vous allez souvent voir faire des analogies avec les êtres humains parce qu'on n'est pas différents. On fait partie de ce deal-là, nous aussi. Okay? Donc, oui, vous avez des taux de germination puis des temps de germination différents. Ça, c'est un bel outil que j'ai trouvé qui va être disponible sur la présentation que je vais vous faire parvenir. À cette heure, quand on veut faire germer, ça prend de la chaleur, ça prend de l'humidité. Il ne faut pas que le sol soit complètement... c'est pas de la boîte, là. Okay? Une belle fraîcheur, une belle humidité. Okay? Puis même, j'ai un petit tapis chauffant qui monte la température à peu près à 25-26 degrés Celsius. Ça, là, c'est la plus belle pouponnière. Okay? La pire chose qu'on pourrait faire, c'est arroser en maniaque, mettre ça sur le bord d'une fenêtre au nord, puis là, ben, mettons qu'on mettrait un thermomètre là-dedans, la température est à 17. Okay? Mais c'est le printemps, c'est le temps de partir, c'est un beau 25, un beau taux d'humidité, puis un sol léger, pas détrempé. Parce qu'on le sait au printemps, comme là, les bancs de neige là, sont en train de fondre. Le sol, là, c'est de la boîte. Partout. Une belle aération du sol, une belle humidité. Puis quand la plante part, je vous l'ai montré, elle n'a presque pas de racines. Elle part sur ses réserves. Okay? Elle part, là, elle a une petite réserve d'énergie, là, puis elle germe, il faut qu'elle fasse sa racine, puis qu'elle commence à manger tout de suite, puis qu'elle commence à pousser. Parce que sinon, pour y donner ces conditions-là, un petit tapis chauffant en dessous, fait que ça enlève le bord de fenêtre présentement qui fait frais. Okay? Une belle humidité, quand on arrose, on veut humecter le sol. Ça va déclencher la germination. Puis, si on met un couvercle comme ça, dès que la plante, parce qu'on ne veut pas que la plante sèche trop vite, on veut que la plante soit dans les meilleurs, c'est comme une petite pouponnière, tu sais. Tu sais, les enfants, quand ils naissent prématurément, ils sont dans une petite chambre, puis toutes les conditions sont parfaites, la température, il faut prendre soin. Ça, c'est des petits bébés, puis il faut vraiment y prendre soin. On met un couvercle, puis on garde l'humidité. Maintenant, prochaine. OK. Là, il y a une affaire. Hein. Si on garde l'humidité trop longtemps, on va avoir des problèmes. On va avoir des champignons. Ça s'appelle, celui-là, entre autres, c'est la fonte des semis. Souvent, on voit, ça germe super bien, ça germe bien, ça va bien, ça va bien. Le plant pousse, il est rendu ça de haut, puis à un moment donné, il tombe. Ça, on appelle ça la fonte des semis. C'est un petit champignon qui va se développer très près du sol, ici. Okay? Puis, il va littéralement couper la tige. Donc,
Dès que ça commence à germer, on enlève le couvercle, puis ça prend une circulation d'air. Surtout, tu sais ce qu'on a piqué, là, Gilles, Mario, ceux qui étaient là, Elvieta, vous avez vu comment est-ce que c'était serré dans le pot? L'air ne passe pas entre les plantules, pas en tout. Fait que là tu t'attends pas 6 mois pour les séparer. Premièrement, tu vas tout briser. Si tu attends que ça soit ça de haut, les racines, bon, tu vas tout arracher. Puis l'autre chose, là, c'est sujet à maladie. Là. OK? Puis nous autres, on le sait, on ne met pas de fongicide qui soit... le fongicide, c'est contre les champignons. Fait que même s'il est biologique ou pas biologique, nous autres, on ne met pas de fongicide. Fait que l'idée, c'est de recréer des conditions gagnantes. Dans la vraie vie, la plante, elle va avoir de la place en masse dans le champ pour germer. Nous autres, on les fait germer dans ça gros. Fait que ça prend de l'aération. Ça marche? Fait qu'il faut le couvert vite. Oui, J'ai une question qui porte. Tu utilises un gros compost avec des mycorhizes. Oui. Tu ne veux pas les champignons. Peux-tu me dire un peu c'est quoi ces deux sortes de... Oui, c'est ça. Oui, très, très bonne question. Les mycorhizes, les plantes, on vient de se rendre compte que les plantes, finalement, ça a évolué, puis que ça a du bon sens. Excusez, mais avant ça, on pensait que quand j'étais jeune, les champignons, ils nous disaient que c'était des parasites. Tu sais, dans nos petits cours de bio, là, tous les champignons, c'était des parasites. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas de même pas tout que ça marche. Il y a des champignons parasites, il y a des champignons décomposeurs, mais il y a des vraiment bons champignons. Et au niveau des racines, les mycorhizes, ce qu'ils font, tu as les racines, puis tu as les champignons. Les deux se rencontrent. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est quand on met des mycorhizes dans le sol, c'est que, littéralement, la plante a dit des signaux chimiques, j'ai besoin d'un potassium, d'un atome de potassium, de l'ion de potassium. Le champignon, il donne, puis la plante échange ça contre du sucre. Les champignons ne sont pas capables de faire de sucre. À travers la photosynthèse, la plante est capable. Fait que, littéralement, les plantes échangent. Il y a des livres là-dessus, il faudrait qu'on donne le lien. Il y a des livres là-dessus. Les plantes échangent du sucre contre des minéraux. Fait que les mycorhizes, c'est ce qu'ils font. Un sol pas mycorhizé, la plante va pousser moins bien, puis un sol mycorhizé, la plante va pousser beaucoup mieux. Parce que, dans le fond, il y a des champignons qui, littéralement, ont évolué pour être en symbiose avec les arbres. C'est-à-dire qu'ils communiquent entre eux, puis ils s'échangent. Ils s'échangent des minéraux contre du sucre. Les champignons, quand il y a des sucres, lui, il peut pousser. Fait que, oui. Fait qu'il y a des bons champignons, des moyens, des pas bons. Dans ce que, ben bon, j'ai de la misère à dire bon puis pas bon. C'est-à-dire que la nature, si une plante est dans un milieu trop humide, ou si une plante n'est pas dans des bonnes conditions, elle va mourir. Soit par des champignons, comme ici la fonte des... Ça, là, c'est pas de la faute de la plante, c'est de la faute littéralement de la personne qui a fait ça. C'est-à-dire que, à l'arroser, le sol trop fort, le sol, il y a une gouttelette qui est partie de là, qui est allée là, qui a amené le champignon ici, puis il n'y avait pas de ventilation, il n'y avait rien. Une plante en santé, elle se défend contre les pucerons, contre les champignons, contre tout, contre les maladies. Champignons, il y a l'oïdium aussi, tu sais, le blanc, qu'on voit ses feuilles des fois. Une plante en santé, elle va se défendre. Une plante dans des mauvaises conditions, elle va se faire éliminer par les insectes, par des champignons, par des maladies, peu importe. C'est comme nous autres, hein? Si on n'est pas dans des bonnes conditions, on ne vivra pas longtemps. Si on mange juste des hot dogs et des chips, puis du coke, à un moment donné, n'importe quoi va nous emporter comme maladie. Là, OK, on continue. Merci pour ta question. Hein. Les arrosages. Moi, j'arrose à tous les matins. Pas bon. Non. On arrose quand il y en a besoin. Point final. Fait que pour ça, on vient qu'on le sait. Mettons qu'on a une plantule. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il est très, très léger, ce que j'aime, c'est quand la plante commence, pas à flétrir, mais tu sais, on le voit qu'elle commence à avoir besoin d'eau. On arrose, on humidifie bien la motte, puis on enlève le surplus d'eau après dans l'assiette. On peut laisser ça pendant 15 minutes avec un petit peu d'eau, le temps que la motte soit bien humidifiée, mais après ça, on enlève le surplus. Sinon, les racines vont pourrir. Si les racines pourrissent, là, le trouble commence. Okay? C'est pas si dur que ça en passant. C'est vraiment c'est vraiment d'être à l'écoute. Les plantes, ils vous parlent. Je vous jure qu'ils vous parlent. Moi, ils parlent.
Voyez-vous ici, on se met dans des multicellules, ben dans des petits pots, puis ils en ont mis beaucoup de graines. Ils n'étaient juste pas sûrs de combien allait pousser. C'est pas grave. On regarde la plus belle. C'est exactement ce qu'on a fait, Mario, Gilles, Elvieta. Oui. Encore une question, je Oui. m'excuse. Mettons là, que j'ai du basilic dans un pot comme Oui, ça. oui. Il y en a trop. Oui, c'est par Si là. je l'arrache, c'est pareil, oui, mais si je l'arrache, je veux toucher les racines. Est-ce que c'est mieux de prendre un petit ciseau et aller couper celle que je veux enlever? Ça dépend. Couper ou Oui, arracher? c'est sûr. Quand tu as les cotylédons, les deux premières feuilles, c'est ce qu'on avait quand on a à peu près. Des fois, il y avait d'autres feuilles aussi, les blancs les plus. Mais quand on est capable de les défaire, comme moi, souvent, je vais acheter un pot, ils vendent ça, je sais pas, une pièce et demie, là, puis il y a 40 graines de basilic dedans. Ça ne vivra pas longtemps de même. Là. Ça, regarde, c'est ça. Fait que moi, quand c'est petit, on peut facilement les défaire. Puis, une bonne façon de les défaire, c'est d'humidifier le sol. Fait que là, ils vont se défaire. Si le sol est sec, ça va tout rester poigné ensemble, ça va tout briser. Ouais. Par contre, si tu ne veux garder comme ici, moi, ce que je ferais, rendu où ils sont là, je prends des ciseaux, je coupe au ras du sol, c'est fini. Je garde le plus beau, puis je coupe le reste. Ça, en passant, là, moi, je serais nerveux pour la forme des semis là-dedans. OK? L'air ne circule pas. Quand tu fais une charte, au niveau de l'humidité, tu vas expliquer ta stratification, mais une fois que germé, là, tu les recouvres tous pour qu'ils gardent une certaine humidité. OK. C'est une bonne question. Quand c'est des légumes, vous remarquez que les graines sont petites quand c'est des petits légumes comme ça. Les arbres fruitiers, ils partent avec beaucoup de réserve. Tu sais, si tu regardes là, OK, je vais faire juste une petite affaire, je vais m'en aller pour les semences d'arbres. Les pépins de pommes, il y a pas mal d'énergie là-dedans, c'est gros, là. OK? Les noyaux d'avocat, pour te donner une idée, c'est gros. Il y en a de l'énergie. OK? Ça, c'est la plante qui investit beaucoup. D'habitude, les plantes, soit qui font ben des petites graines, ou qui font pas beaucoup de grosses graines. Ça veut dire ben des petites graines. Ça veut dire, OK, on y va, là, shotgun. On tire partout. OK? Puis, le taux de succès va être faible, mais on en met partout. Un arbre fruitier, mettons une pêche, Ou des arbres. ou un abricot, ou des arbres à noix, lui, là, cet arbre-là, il met bien d'énergie dans une seule grosse graine. Il est OK? moins fragile. Il est beaucoup moins fragile. C'est ça. Et lui, il est parti, puis il y a beaucoup d'énergie. Parce qu'avec la lampe, ça sèche. Je suis en train Ouais. de stratifier, puis je suis en train. Avec la lampe, on voit que le sol il se dessèche, c'est la Oui. Mais tu peux le toucher. Mais jamais. On ne touche pas jamais. Mais attends un petit peu. Le sol, il faut faire attention. Là, j'ai dit quelque chose de pas correct. Le sol, il faut faire attention. Il n'y a pas une feuille de légumes dans ce qu'on a au jardin qu'il faut arroser avec de l'eau. Un plant de tomate, si on veut être sûr de le manquer, là, on arrose avec de l'eau les feuilles. Tu sais, ceux qui mettent la pire affaire que vous pouvez faire, là, c'est le soir quand vous arrivez du bureau, là, puis vous arrosez vos plants de tomates demain. Le soir. Pourquoi? Vous mettez de l'eau sur les feuilles, là, vous invitez les champignons, puis ça va rester mouillé toute la nuit. Au pire aller, vous faites ça le matin. Puis s'il annonce du soleil, comme ça va avoir le temps de sécher. Des feuilles, ça ne va pas dans l'eau. Même un pommier, tu n'arroses pas les feuilles. Toutes les arbres fruitiers, on n'arrose pas les feuilles. Les tomates, on n'arrose pas les feuilles. Les aubergines, on n'arrose jamais des feuilles. OK? Dans la nature, il pleut. Puis regardez, l'année passée, il y a plu à tous les 3-4 jours. Nous autres, on le sait parce qu'on est jardiniers. Puis ce que ça a fait, c'est que les plants de tomates, les feuilles ont toutes... ça a été épouvantable, tu sais. Puis on n'a pas de produits chimiques. Fait que ça a été difficile. Puis même, il y a des parties du monde où faire pousser les tomates, ça ne se fait pas. Vancouver, bonne chance. En Angleterre, bonne chance. En Normandie, bonne chance. Pleut tout le temps, c'est humide. Ça va être très difficile. Il y en a même en Angleterre qui essayent dans des abris avec la ventilation, mais le taux d'humidité, tu sais, en Angleterre, quand il commence à mouiller il mouille à tous les jours. En Belgique, à Bruxelles, il pleut tout le temps. Il faut faire bien attention aux maladies fongiques. On continue. Oui, Louis. Juste de revenir un petit peu en arrière par rapport aux mycorhizes, est-ce qu'ils sont à l'intérieur de la terre ou est-ce qu'il faut en rajouter? Ils sont dans la terre. Ils sont déjà... Le sol que j'achète, il y a des mycorhizes dedans. C'est des champignons, puis ils vont communiquer avec la plante. Ça pousse vraiment bien quand il y en a. Oui, merci. OK. Aujourd'hui, on essaie de faire un atelier zéro déchet.
Puis, au jardin, permaculture, prendre soin de la terre, on va essayer de faire, de générer le moins de déchets ou le moins de recyclage même possible. Parce que si je peux vous suggérer quelque chose, des pots, là, il y en a des plaies de pots, ça ne se récupère pas. Fait que, de grâce, essayez de prendre des pots qui sont... essayez de réutiliser vos pots puis de les faire, bien les nettoyer puis bien les désinfecter. Okay? Moi, quand je lave des pots, je les lave comme il faut avec de l'eau savonneuse, puis après, je mets une coupe de cuillère à thé d'eau de Javel, puis je les trempe pour bien les désinfecter, pour pas qu'ils restent, pour qu'ils soient là, en condition parfaite pour accueillir les plantes. Okay? Essayez de récupérer vos pots, s'il vous plaît. Puis regardez, là, on a parlé de cotylédons. Les cotylédons des plantes de tomates, c'est deux feuilles comme ça, un petit peu pointues au bout. Ça, c'est les cotylédons. Puis, les vraies feuilles sont là, c'est les feuilles de tomates très dentelées qu'on connaît. Là. Bon. Voyez-vous, même pour les plantes de tomates, ils ont des cotylédons, vous allez voir partout. On continue? OK. Nos plantes sont parties. C'est le fun, on les a repiquées. Ou on a coupé, vois-tu, ici, il y a 3 plantes dans le même pot. Ils les ont laissées. C'est un choix éditorial, c'est pas le mien. Mais moi, j'aurais laissé parce que là, ça va se mettre à pousser. On peut couper celles les moins belles. On garde tout le temps la plus belle. Puis, là, on se trouve un beau bord de fenêtre ensoleillé. Tu sais, idéalement, là, il y a des lumières de pointe. Moi, j'utilise des DEL à la maison. Ça peut être une lumière au sud, sud-est, sud-ouest. Tu sais, une fenêtre. Ou ça peut être des lampes d'ailes. Quand tu coupes les racines, les deux que tu ne peux pas voir, ouais. Les racines qui sont en dessous, est-ce qu'elles pourrissent ou elles vont... elles vont se décomposer, point final. Oui. Elles vont nourrir le plant. Oui, mais tu sais, ça ne fait pas énormément pour ça. Je fais juste couper au ras du sol avec des ciseaux. Tu sais, vous avez vu au jardin d'ailleurs, tu sais, Claudie, tu vas voir, arracher des plantes, on ne fait pas ça. On coupe au ras du sol, puis après ça, les racines vont finir de se décomposer dans le sol. C'est la même chose pour ça. OK? Prochaine, s'il te plaît. OK, ça, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. À chaque année. Exactement. C'est mon avis. Je suis la première à faire à chaque année. OK, là, je vais vous dire, là, des bâtons de popsicle, ça s'efface. Parce que l'eau monte. Tu sais, si vous prenez des bâtons de popsicle pour identifier, tu sais, l'eau monte dans le bois, là, puis ça finit par tout effacer. Je les ai toutes essayées, puis je les ai toutes faites, les gaffes. Si vous me connaissez, vous le savez, je ne suis pas un perfectionniste. Mais faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Prenez un plastique, un bout de plastique recyclé, peu importe, tu sais, quelque chose, un pot de yogourt, là, puis prenez un petit bout, puis écrivez avec un marqueur permanent. Ça va marcher. Puis, identifiez vos affaires, parce que oui, j'ai mis telle affaire là, puis telle affaire là, ça vient tout mélanger. Ça vient tout mélanger. Fait qu'identifiez-le bien comme il faut. Là, on va revenir sur certaines affaires. Si vous remarquez, ces plantes-là, ils ont perdu leur cotylédon. C'est pas obligé de les perdre. Ceux-là sont tombés. Ou ils les ont enterrés plus profondément. Puis qu'ils les ont enlevés. Les cotylédons sont pas... C'est juste les premières feuilles pour donner un petit boost pour produire des vraies feuilles après. Moi, s'ils sont grands, je ne les enlève pas. Mais souvent, les plantes de tomates, on va les planter plus creuses. Ça, c'est des vers à biate. C'est versant. Je vous parle d'expérience. Oui, bien sûr. Fait que si vous remarquez, les cotylédons ne sont pas là. Puis les plantes de tomates, on peut les planter beaucoup plus creux là, que où ils étaient. Là, tu sais. On continue. Reviens donc pour le fun. Qu'est-ce que vous trouvez? Mettons là. Comment vous trouvez cette photo-là? Mettons qu'il y aurait 2-3 affaires là, qui ne feraient pas votre affaire, ce serait quoi? Oui, Monique? À mon expérience, les verres à bière, c'est très versant. C'est tout le temps. Et d'un. OK. J'ai d'autres. Qu'est-ce que vous rajouteriez à ça? Ben, si on n'est pas dans le pot, là. Pardon? Les graines de bière sont dans un pot, dans un carré. Ils sont dans notre parquet. Oui. C'est peut-être un peu trop, là. Oui, mais on va pouvoir les espacer. Ça va finir par marcher. Ouais. Angelo? Il faut faire des trous en dessous. Il faut faire des trous en dessous, ça c'est clair. Ben oui. Parce que sinon on arrose, puis ça va des canouilles. OK? L'autre chose.
Moi, je couperais les feuilles qui ont jauni. Toi, tu couperais les feuilles qui ont jauni. J'enlèverais ces feuilles. OK. Y a-tu quelqu'un d'autre qui les couperait? Mettons que tu as cultivé un peu de bonheur. Tu peux-tu couper la tête puis leur planter? Si tu coupes la tête, à l'aisselle des feuilles, il va te ressortir 2 têtes. Là, tu vas avoir 2 têtes. Fait que là, on va t'en enlève une des 2. L'idée, c'est rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bon à point. Non, mais finalement, Oui. Tu peux le faire, ça va le retarder, mais tu lui donnes une volée. Là, tu sais. ouais, ok. Vraiment. L'idée, là, mi-avril, fin avril, moi, je suis bien heureux avec des tomates, ça arrive ça. Moi, il y a quelque chose qui me fatigue, puis j'ai répondu à ta question, ça va? Oui, c'est vous. Je reviens sur les feuilles jaunes. Je ne veux pas dire les couper, je veux dire les détacher de la plante mère. OK. Qui? Les feuilles jaunes, ça me fatigue-tu, ça? Ben, ça veut dire qu'elle manque quelque chose. Oui, ça me fait Ou qu'elle a trop d'eau. Pardon? Soit qu'elle manque d'azote, soit qu'elle a trop d'eau. Oui. Ben, pas bien. Il se passe de quoi, hein? Nous autres, les feuilles, là, au jardin, quand je me promène, je regarde pas tant. Oui, des fois, il y a des pucerons, mais je ne les cherche pas, les pucerons. Les plantes, quand je dis les plantes nous parlent, là, c'est ça que je veux dire. Ces plantes-là, là, ils nous crient quelque chose, là. Il manque d'eau. Écoute, ils nous disent ça va pas. Tu sais, un bébé, quand il pleure, là, faut checker. Hein? Il a-tu mangé? La couche est-tu pleine ou c'est jamais entre les deux? Ça marche? Un bébé qui pleure, il se passe de quoi? Mais il pleure. C'est à nous autres de trouver ce quoi qu'il y a. Je vous l'ai dit, je prenais des... Tu sais, c'est le même que j'ai été montré, là. Ces plantes-là sont pas heureuses. Ces plantes-là sont pas heureuses. C'est pas la bonne couleur des tomates. On le sait. Les tomates, là, quand c'est heureux, là, c'est une espèce de vert forêt presque noir. OK? Puis dans le fond, quand je me promène dans le jardin, ce que je regarde, c'est ça. Je vais vous montrer une charte tout à l'heure. Il y a une charte, la couleur des feuilles. Puis, pourquoi ça a fait ça? OK? Ça peut être trop d'eau, mauvais sol, un sol pas bon. OK? Il n'y a pas assez de nutriments là-dedans. Si vous prenez la marque que je vous ai dit tout à l'heure, ou une marque équivalente, ça n'arrivera jamais. Ça, c'est des plantes qui poussent depuis 3 semaines. Là. Ça n'arrivera jamais, ça. OK? Si ça arrive dans du Sulbara Promix, bien là, c'est parce qu'il y a trop d'eau. Mais le Promix, je le sais qu'il y a assez de nutriments. Il y a assez de nutriments, là, pas besoin de le fertiliser jusqu'à le planter au jardin. Parce que là, on est rendu au début mai, là. Ça, là, théoriquement, à Montréal, là, ça serait le début mai. Si vous mettez ça au jardin de même, prenez une plante qui est en train de décliner. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit un petit peu sur un upswing, là, quand on la plante. Parce qu'après ça, on la met, puis là, il faut qu'elle s'arrange tout seul. Nous autres, au jardin, on va-tu arroser les plantes? Ça n'a pas d'allure. On avait des centaines de plantes. Tu vas le voir. Il faut qu'elle s'arrange. OK? Là, on a une plante qui vivote. Elle pousse, mais il manque de nutriments ou dans le sol ou on n'est pas capable de les prendre. OK? Puis on va regarder une charte tout à l'heure. Ça, si on met ça dehors en plein soleil, le 15 mai, plein soleil, une bonne journée, il fait 22 aujourd'hui, là, je mets ça au soleil. Qu'est-ce qui va arriver? Coup de soleil. Ça va tout brûler. C'est épouvantable comment ça va brûler. OK? En partant, tu sais, quand on dit, là, ça, là, elle fait quoi, cette plante-là? Si ça, tant que ça, c'est pas corrigé, là, je ne sors pas ça dehors. OK? Là, puis, corriger, ça se fait avec des fertilisants et tout ça. Mais, idéalement, c'est de ne pas corriger et de donner des conditions gagnantes. T'sais? Ça, en partant, là, si on met ça au jardin, ça va être 1 mois plus tard que d'autres plants de la même grandeur, mais qui sont de la bonne couleur. Ça va finir peut-être. Mais, encore là, ces plants-là, tu mets ça au jardin, c'est quoi qui va arriver? Les maladies vont se garocher là-dedans, puis les bébites vont se garocher là-dedans comme la misère sur le pauvre monde. On dirait que la nature est faite pour enlever les plus faibles. Oui, un peu comme le reste de la nature. OK, la prochaine, s'il te plaît. Ça, c'est des beaux plants. La couleur est bonne. OK? La première chose, quand on sort des plants, il faut les acclimater dehors. On n'a pas le choix. Vous autres, là, quand vous allez au Mexique, au mois de janvier, là, puis ça fait 5 mois que vous n'êtes pas allé au soleil, 1 heure, ça vous avez de l'air d'un homard. OK? C'est la même chose pour eux autres. Moi, ce que j'aime, c'est les mettre
dehors, pas d'éclairage direct, j'ai un endroit en dessous d'un arbre, là, chez moi, sur le balcon, je mets ça là, puis là, il n'y a pas venté beaucoup dans la maison, hein? Il faut qu'il vente pour durcir la tige principale, il faut qu'il y ait de la lumière, dehors, même s'ils sont sous lumière d'ailes dans la maison, ou des néons, c'est pas c'est certaines longueurs d'onde qui ont été choisies. C'est pas le soleil. Donc, il faut vraiment les acclimater. Puis, après 10-15 jours, dépendamment des plants, là, tu sais, ça peut prendre 3-4 jours une place. Après ça, soleil couchant. Tu sais, je fais juste les redéplacer sur le même balcon. Puis à un moment donné, 5-6 heures de soleil, sont encore belles. Là, je vais attendre. Mario, je m'en viens. Là, je vais attendre. Puis ça, c'est mon vieil ami jardinier qui me l'avait dit. Richard, tu regardes, il annonce 3 jours de pluie, tes plants sont acclimatés, c'est le temps de les mettre dehors. Parce que le soleil ne sera pas direct. C'est le temps de mettre dehors des plantes en santé. Oui. Est-ce que tu les rentres le soir, au début? S'il y a un gel, oui. Et ça, c'est une bonne question. Les plants de tomates, là, si vous voulez être sûr qu'ils ne filent pas, laissez ça dehors à 2 degrés Celsius. Par contre, tous les choux, puis le kale, puis tout ça, s'il fait 5, ça dérange plus ou moins. Mais des plants de tomates, pas en bas de moi, tu sais, un vrai plant de tomate, on le sait, ça décolle quand il fait 20 la nuit. Tu sais. Fait que oui, un plant de tomate, tu le rentres, tu le ressors le lendemain. Tu sais, je sais que c'est un peu de taponnage, mais quand on part nos plantes, on a la satisfaction. Il y a tellement beaucoup plus de variété qu'on peut avoir quand on part nos plants que ça vaut la peine de le faire. Oui, c'est une excellente question. On les rentre la nuit, surtout quand c'est des solanacées. C'est-à-dire, tu sais, il y a des plantes chaudes, des plantes froides, là. Les plantes tropicales. Les tomates, c'est tropical, les poivrons, les aubergines, on rentre ça le soir, à chaleur, puis on les sort le jour pour les acclimater. Ça marche? Ça, s'ils vendent, là, c'est super, parce que il ne reste pas beaucoup de temps à faire là-dedans pour que la maladie se mette, là, parce qu'elles sont très serrées. On continue. Les plantes de tomates sont très sujets aux maladies. Hein? Les plantes de tomates ancestrales, les feuilles sont très, très, très délicates. Oui. Petite question. Sur les tomates, est-ce que tu suggères d'enlever les feuilles du bas ou non? Regarde. De toute façon, le plant de tomate, on va le planter plus cru. Tant que les feuilles, tant que le plant est en pot, puis qu'on ne l'a pas transplanté, je n'enlèverai pas, moi. C'est comme des panneaux solaires, des feuilles. Hein? Ça récolte l'énergie du soleil. C'est super important. Fait que moi, je laisse toutes les feuilles, pas de problème. Au moment de la transplantation, si j'ai un plant qui a à peu près 40 cm, ben, je peux enlever quelques feuilles et le planter plus creux. Même il y en a qui plantent comme ça. Je ne sais pas, Angelo, si tu le faisais comme ça, puis tu le fais remonter, là, sans le casser, ouais. Parce qu'il va faire des racines, il va faire plus de racines. Mais ça, c'est au moment de la transplantation. Tu décides comment. Tu sais, si mon plant est ça de haut, on va te laisser les feuilles, ça va être ça. S'il est ça de haut, oui. Mais tant qu'il est en pot, je laisse toutes les feuilles. À toutes les fois, toutes les feuilles, c'est des petits panneaux solaires. Fait que c'est mieux 10 que 6. OK? De la bonne couleur, pour qu'il soit vert. Oui. Des fois, on a tendance à faire comme des coupes esthétiques, parce qu'on trouve ça moins beau, parce que la moitié de la feuille, et puis on enlève ça. C'est pas une bonne idée. C'est des panneaux solaires. C'est des panneaux solaires. C'est sûr, s'ils sont malades, Monique, là, je l'enlève au complet, puis je me désinfecte les mains. S'il y a de l'oïdium, s'il y a quelque chose, là, il faut agir. On parle d'une feuille jaunasse un peu. La feuille jaunasse est là pour te dire quelque chose. Tu sais, elle te parle, cette feuille-là. Fait que c'est jaune, il faut agir. Mais moi, c'est plutôt comme une école de pensée que j'avais vu. Tu enlèves les feuilles pour encourager la ventilation. Ouais. Aussi concentrer l'énergie sur le fruit, mais non, c'est pas ça. Non, en fin d'été, mettons qu'on est en fin septembre, puis là, on veut faire mûrir quelques fruits, on peut dégager pour les exposer au soleil, et on fait ça pour le vigne, entre autres, là, on dégage les grappes, on fait, tu sais, oui, mais l'esthétique, nous autres, on n'est pas là-dedans, là. Surtout qu'on va avoir vraiment beaucoup de plantes de tomates. Moi, une feuille qui est en santé, je ne l'enlève pas. Si ça va bien. Puis, dans le fond, c'est de planter les plants pas à toutes les 30 cm, tu sais, c'est vraiment de leur donner assez d'espace pour qu'ils soient. Puis, on a tellement d'espace, on a 2 arbres, 1 hectare. Ça répond-tu bien à ta question?
Oui, merci. J'ai une question, excuse-moi, Oui, Monique. antérieure à ça. Parce que, Oui. bon, pendant qu'on nous pousse dans la maison, on met de l'éclairage. La durée de l'éclairage, des fois on recommande 16 heures. Si on l'oublie, si on oublie une nuit, si on On met... vire pas fou. Ça vire pas fou si On on vire oublie... pas fou. Parce Moi, que je mets un timer, je mets 18 heures, 15 heures. 18 heures, 15 heures, c'est pas mal. Mais tu sais, dehors, là, il y a des journées nuageuses, puis il y a des journées ensoleillées, tu sais. Puis la durée du jour change. Les plantes s'adaptent. C'est sûr que j'optimise pas. Tu sais, si j'avais une serre, puis que je faisais des tomates, puis que j'étais un producteur, là, je serais à 5 minutes près. Ça, puis tout serait optimisé, puis tout ça. On n'est pas là parce qu'il y a tellement de variables dans tout ce qu'on fait. Mais tu sais, il y a des variables importantes et les moins importantes. Moi, je te dirais, commence avec le sol. Moi, je te dirais, là, tu sais, parce qu'il y a des affaires, commence avec le sol, puis arrose pas trop, laisse pas pourrir les racines. Puis, qu'il y ait du soleil entre 12 puis, tu sais, entre 12 puis 15 heures, peut-être là, 16 heures, 18 heures, c'est pas important. Mais les grosses variables, c'est ça. Arrange-toi qu'il y ait un sol qui a de l'allure, puis, tu sais, un sol de qualité, puis que l'humidité soit bien dedans, puis que la motte ait le temps de rester humide, mais pas trop sèche, mais une belle fraîcheur. Tu sais. Ça, c'est important. Merci. Le reste, s'il y a deux, trois feuilles jaunes, là, on va agir, je vais te montrer tout à l'heure, on a une slide dessus. Fait qu'on est rendu au repiquage. Le repiquage, il y en a plusieurs qui sont venus le faire à la serre, là, à Saint-Jean. Des contenants, pensez au futur volume des racines pour le drainage. Faire des plants de tomates ça de haut dans un pot ça de gros, il va sécher à toutes les 2 heures, il va être sec. Ça ne marchera jamais. Pensez au volume. Là, on parle du jardinage en pot. Je vais passer un petit peu rapidement là-dessus. Mais ça prend des trous. Maintenant, il y a des smart pots qui sont en textile. Faites prendre des pots en plastique, des pots en grès. C'est toujours c'est toujours le gros bon sens. Des pots en plastique recyclés, ben, utilisons-les, on les a. Là, fait que, réutilisons nos pots. OK? On continue. Il y en a. Si vous n'avez pas, demandez-moi-en. On en a au jardin infini. Ça marche? Plante en. Quel genre de tomate t'as planté, Francine? L'année passée, je me suis trompée. Je n'avais pas mes lunettes, puis j'ai vu une plante de tomate qui était beau, puis il disait c'était un gagnant, je sais pas quoi. Ouais. Puis quand je lui ai dit, les tomates sont bien toutes petites, minuscules. Et c'était un gagnant pour la tomate la plus petite. OK. Ça, c'est bon. Mais c'est le même qu'on apprend, là. Louise? Moi j'aime les mini-tomates justement au début, là. OK. Très plus près de moi, avant que les autres soient plantés. Oui, qui sont plus rapides aussi. Ouais, c'est les 65 jours au lieu de 80. Hein. C'est ça. Cumato. Des? Cumato. C'est quoi? C'est quoi la grosseur de la tomate? Oh, comme une petite pomme. Comme une petite pomme? As-tu des problèmes avec tes tomates? Non? OK. Il faut que le sol soit vraiment bon. Oui. Le problème avec les tomates, puis on va y venir après, regardez bien. Il y a des tomates micro-naines. Je vous jure, c'est des plants ça de haut, puis j'ai des graines chez moi. C'est des petits plants ça de haut. Ça fait quand même des belles tomates cerises. C'est pas gros de même, là, tu sais. Ça fait, là, 2-3 cm de diamètre. Ils sont sucrés, puis ils sont bonnes, mais le plant va rester ça de haut. Ça, c'est parfait pour un balcon. Un petit balcon, je vais mettre ça sur une table à pique-nique. J'en ai des semences de ça. OK? Ça, c'est en pot. Si vous avez un plus gros pot, vous pouvez mettre de la Sweet 100 ou des, tu sais, ça c'est des tomates en grappe, là. C'est des super belles tomates pour les pots. De la minute où vous voulez faire des grosses tomates, c'est en pleine terre ou en bac. Parce que, prochaine ça va faire ça. Qui a déjà vu ça sur une tomate? Ça, c'est un problème de calcium. Oui, c'est un problème de calcium. C'est soit qu'il manque de calcium dans le sol ou que la plante n'est pas capable de le ramasser, n'est pas capable de l'incorporer. Puis, souvent, c'est un problème d'arrosage. Les arrosages sont irréguliers. Quand les arrosages de notre plant de tomate sont irréguliers, ça fait, on appelle ça de la pourriture apicale, le bon mot. Sinon, c'est le cul noir. Oui, c'est le cul noir, oui. C'est le cul noir. Mais si vous faites des tomates en pot, là,
des grosses tomates en pot, c'est pour ça que je te demandais la grosseur tout à l'heure. Si vous faites des grosses tomates en pot, c'est pas adapté, les grosses tomates pour la culture en pot. Ça va faire soupe. Mais ça arrive en plein sol aussi. Quand les arrosages sont pas corrects ou quand il manque de calcium. C'est un stress hydrique. Oui, c'est un stress hydrique. Oui. Quand tu dis arrosage régulier, oui, je sais, mais pour être régulier, est-ce que c'est sur la même heure ou régulier, c'est quand il y en a besoin. C'est parce qu'il arrive à un moment donné, la plante, elle vient ça de gros. Il faut l'arroser 3 fois par jour parce que, vous savez, on l'a tout vu, là, tu sais, il faut arroser ça 3 fois par jour. Fait que la plante ramollit, tu l'arroses, il reste de l'eau dans le pot, ça reste mouillé, puis à un moment donné, pouf, ramollit 6 heures après, tu réarroses, ça va faire du cul noir de même. C'est régulier, c'est quand tu en as besoin. Régulier, c'est quand, comme toi, tu sais, si tu dînes à midi, puis je te refais dîner à 2 heures, puis je te refais un pré-souper à 4 heures, puis on mange à un moment donné, ça ne marchera plus. C'est fini. C'est quand tu en as besoin, c'est quand ton corps en a besoin. C'est parce qu'à un moment donné, les besoins changent, la plante. Tu sais, une petite plante, là, tu vas l'arroser une fois par 3 jours, puis quand tu es rendu ça gros, ben, c'est 3 fois par jour. Tu es toujours en train d'arranger ces affaires-là. Si j'étais un producteur, je ferais du brut à brut. Voilà. Oui, oui. Mais si en terre, mettons, j'ai un petit plate-bande et non pas en pot, et je déciderais de mettre justement un serpentin goutte à goutte plutôt que de faire comme ça. Ça, comme ça, de toute façon, là, à ce temps, on le sait, on le fait plus. Non, mais c'est ça. Mais mettons, je sais pas, le matin, je pars mon poêle d'arrosage et arrose goutte à goutte pendant 1 heure, le temps que je déjeune, puis après ça, je l'éteins, puis je fais mon journée. C'est pas mieux que justement d'avoir fait d'autres techniques. Monique, elle a dit mieux. Puis ça, c'est mon vieil ami jardinier. L'idée, là, c'est de travailler bien une fois. Si tu mets le paillis, tu vas garder l'humidité, tu n'auras presque pas besoin d'arroser. Ah, tu dis jamais. Un paillis, tu peux prendre de la paille, tu peux prendre des copeaux de bois, tu peux prendre. Si tu y mets le doudou au sol, un sol tout nu, il n'y a pas. Avez-vous déjà vu une forêt, un champ dont le sol est à nu? Ça n'arrive jamais. Il y a toujours ce qu'on appelle une litière. Fait que quand on fait un jardin, regarde, on va continuer, Marie. Quand on fait un jardin, on veut imiter le sol, on veut imiter la nature. Fait que une doudou, tu vas t'éviter tellement de travail. C'est la raison pour laquelle on met le doudou à grandeur, nous autres. C'est parce qu'on évite du désherbage et des arrosages. Parce qu'on ne peut pas aller, tu sais, les 200-300 plantes de tomates, c'est fini. C'est une doudou la nuit, mais c'est un chapeau de paille le jour. Ouais. C'est un chapeau de paille le jour. Oui, doudou, ça oui. Ça garde la fraîcheur. Merci, Monique. Oui, Paul. Est-ce qu'on peut corriger les carences de calcium? Oui, ça se corrige. Maman, à un moment donné, moi aussi, je me suis trompé, j'avais pas mes lunettes françaises. J'ai acheté, je pensais que les tomates étaient petites, qu'ils étaient grosses, ils ont fait du cul noir. J'ai dit, regarde, maman, as-tu du lait en poudre chez vous? Oui. Mets du lait en poudre dans l'eau et arrose avec ça une coupe de fois. Ça fait quoi pour le calcium? Oui, ça peut pas être du calcium. Les coquilles d'œufs, oui, c'est du carbonate de calcium, c'est un CO3. Ça va passer sur YouTube, d'un coup que je me suis trompé. Mais c'est du carbonate de calcium. Tu peux mettre des coquilles d'œufs, c'est sûr, mais ça va prendre trop de temps à se décomposer avant de il faut que ce soit finement en poudre. Il faut que ce soit vraiment en poudre, tu les mets à la plantation, tu les mets dans le fond. Mais corriger avec des coquilles d'œufs, c'est plus rough un peu. Du lait en poudre, puis tu vas corriger. Mais au lieu de faire ça, mettons des petites tomates en pot. Tu sais, des plants de tomates cerises. On fait des pots de ça, puis tu n'auras pas de problème. Puis pour les grosses tomates, il y a le jardin, on va en avoir plein au collectif. C'est ça. Mais ça se fait corriger. Mais à toutes les fois que je corrige, je me dis, bon, ben regarde, je ne veux plus corriger. Fait que, tu sais, je ne veux pas me rajouter du travail. Fait que je vais faire des petites tomates à côté de mon balcon, puis je ferai les grosses ailleurs. Next, OK, il y a des poivrons. Quand vous faites de la culture en pot, là, vous allez voir en permaculture, prendre soin de la nature, hein? Ben, ça veut dire mixer nos plantes. Même en pot, ça peut faire beau. Mettre des plantes, tu sais, du basilic, du romarin, du thym, tu sais, un géranium là-bas. Tu sais, un, c'est beau, puis deux, il y en a tout le temps un dans la gang qui va fleurir. Tu vas avoir un petit peu de pollinisateur. Puis l'autre chose, s'il y a des pucerons qui rentrent là-dedans, il est possible qu'il y ait un prédateur qui soit attiré, une guêpe vienne ici, puis qu'elle aille bouffer ça, ou qu'une coccinelle se promène, vienne faire le ménage. Juste un plant de tomate, tout seul, c'est une belle galerie de 20 mètres carrés.
elle ne fait pas partie de l'écosystème. Ça, on aurait créé un petit écosystème même sur le balcon. OK? On continue prochaine, s'il te plaît. Là, je vais passer un petit peu plus vite. Regardez, ça peut être beau, un petit écosystème. Je vous le dis, si vous mettez le fleur, vous voulez que les abeilles viennent. Puis ils viennent, puis les papillons. Ah, ils vont le trouver, oui. Mais faites-vous-en pas, si vous mettez des plantes, les pucerons vont les trouver aussi, là. OK? Mais si on mélange juste un petit peu, on risque d'avoir une coccinelle qui va venir faire le ménage, ou qui viennent pondre, les larves de coccinelle vont faire le ménage, des guêpes parasitoïdes. Il faut que ce soit un petit milieu accueillant. La même affaire, vous mettez une belle fleur, juste une fleur, sur un gros balcon de 20 mètres carrés, 200 pieds carrés. Ce n'est pas un écosystème. Ça, déjà, la nature, elle pousse comme ça. Là. Prochaine, s'il te plaît, Marie. Même dans un pot, si le pot est assez gros, regarde, ça, c'est des tomates micronaines. C'est beau. Des violettes, un peu de basilic, je ne sais pas trop, puis des pompons, là, des marigolds. Regardez, ça va faire beau. Puis oui, il y a des associations. Puis est-ce que les marigolds vont avec ça? Puis qu'est-ce qui va exactement? La nature, elle ne marche pas de même. Oui, il y a des études qui ont été faites, mais mélangez, puis vous allez voir, il y a des affaires qui vont marcher. Est-ce que vous avez vu beaucoup de pucerons au collectif 21 l'été passé? Ils sont tous morts noyés. Non, il y a des guêpes parasitoïdes. Avez-vous vu des coccinelles? Il y en a un méchant paquet. Tu sais? Fait on enlève. Moi, des pucerons. La seule fois où j'ai enlevé des chenilles d'un plant, c'est parce que vraiment, il y avait des chenilles à tente. Il y a une femelle qui avait pondu, il y avait comme 20 chenilles, puis 12 feuilles. Ceux-là, je les ai enlevés. OK? Parce que je me serais fait démolir au complet. Sinon, vous allez voir notre verger, qu'on vient de planter, regarde. Il n'est pas question qu'on a. Si on voit une chenille, il n'est pas question. Si on voit même un scarabée japonais, on n'enlève pas les scarabées japonais. C'est vraiment des intérêts. Moi, je ne veux pas une job, là. Ce qu'on veut, c'est avoir du plaisir. Okay? Mélangez vos affaires, regardez, c'est beau. C'est correct. Puis ça, c'est des petits écosystèmes. Nourrir les plantes qui nous nourrissent. On va continuer sur l'eau. OK. À Paris, il y a quelques centaines d'années, les marchands, ils partaient avec le petit charrette puis les chevaux, avec les légumes, ils allaient porter ça au marché. OK? Ils allaient le vendre. Ils ne revenaient pas à l'âge. Il y avait des chevaux, hein? Ils ramenaient du fumier. Parce qu'ils savaient que ce qu'ils enlevaient, c'était les fruits et les légumes. Ce qu'ils enlevaient de chez eux, il fallait qu'ils redonnent quelque chose. On ne peut pas juste tirer. Là, ce que ça fait, c'est qu'on vide les sols. Ils deviennent morts, et il manque de tout dedans. OK? Donc, ce qui est important, c'est que ce que nos plantes nous donnent, il faut le redonner au sol. Et plus, si en permaculture, on veut que cet espace-là, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour que ça soit encore plus riche que quand on est arrivé. On continue. Il va y avoir des affaires. Puis, c'est pas grave. Il va y avoir des acariens, des pucerons, de l'oïdium, tu sais, le blanc des feuilles, la pourriture molle bactérienne. Il va y avoir des feuilles de même. Ça va arriver, des limaces. Oui, il va y avoir des limaces. On en a au jardin. Mais est-ce que tu en as fait beaucoup au jardin? Regarde, tant que c'est pas en majorité, c'est pas grave. Il y a des trous dans les feuilles, ça veut dire que les feuilles sont comestibles. Mais vous allez voir, il y a des trous des feuilles des fois, mais il n'y a pas de. Il y a plus beaucoup l'été passé. Il n'y a pas énormément d'escargots. Vous allez voir des maladies, vous allez voir toutes sortes d'affaires. L'idée générale, si vous ne voulez pas être malade, vous autres, mangez équilibré. Hein? On est tous d'accord, faites un peu de sport, prenez le soleil un peu, même affaire pour eux autres. Si une plante en forme va bien résister, une plante à moitié morte, la nature va l'éliminer. Ça, c'est clair. OK? On continue. Les plantes, ça bouffe. Ça fait avec la chlorophylle, ils font la photosynthèse, ils prennent le gaz carbonique de l'air, puis ils rejettent l'oxygène. S'il y a de l'oxygène sur la Terre, c'est à cause des plantes. C'est eux autres qui ont tout fait l'oxygène qu'on respire. C'est, on va dire le chiffre, puis ils vont le faire prendre sur YouTube. Je pense que c'est 22 d'oxygène, 21 et 78 d'azote. Le reste, c'est d'eau de gaz. Quelque chose comme ça. Les trois éléments principaux, quand vous voyez un fertilisant, c'est NPK, l'azote, le phosphore et le potassium. Okay? Il y a aussi des oligos, des micro-éléments, du magnésium, du fer, du calcium et tout ça, donc que les plantes prennent.
Ça marche? Les plantes font de la photosynthèse, puis vont chercher des éléments minéraux. Ça, avec des champignons, des mycorhizes, ils s'échangent des affaires. Ça ici, quand le sol est vivant, ça marche. Quand le sol est mort, ça marche, mais pas mal moins bien. C'est là qu'on est obligé de mettre des nutriments en soluté. C'est comme quand on se ramasse à l'hôpital, puis que vraiment, là, on n'est plus capable de manger, on se ramasse avec un soluté dans le bas. Okay? On continue. Les 20-20-20, ça veut dire 20% d'azote, 20% de phosphore, 20% de potassium. Okay? C'est ça que ça veut dire. Puis, parce que c'est les trois éléments principaux, l'azote, c'est ce qui fait le vert, c'est ce qui fait pousser la plante. Pour ceux qui nous vendent pour les gazons des engrais azotés, le premier chiffre est trop plus gros que les gazons parce qu'ils veulent avoir bien des feuilles vertes. Le phosphore, le potassium, c'est pour les fruits, le phosphore, les racines. Mais c'est des guidelines, mais en gros, s'il en manque un, les autres, même quand les autres zéro, ça ne poussera pas bien. Mais quand on veut qu'une plante pousse bien, on donne un coup d'azote. Si on veut beaucoup de fruits, si les fruits sont petits et ça ne marche pas, c'est le potassium qui manque. L'idée générale, c'est de bien nourrir notre sol de façon organique, de façon à ce que les plantes puissent prendre tout ça. Il faut faire attention parce que l'azote synthétique, là, ils font ça avec du gaz naturel. C'est un gaz à effet de serre. Le phosphore, le pic mondial de production de phosphore est en 2030. S'il y en a qui ont des enfants, des petits-enfants ici, là, eux autres, ils vont manquer de phosphore. Parce que le pic de production il est là, puis après, ça va décliner, mais la population mondiale, on est 8 milliards, on s'en vante 9 puis 10. Faites le calcul, ça ne marche pas. Mais quand on achète des engrais comme ça, on prend des éléments minéraux du sol, mais la mine, d'un coup, qui est finie, là. Fait que quand on achète quelque chose de concentré comme ça, ben, on hypothèque le futur tout le temps. Puis 20% de potassium, ça c'est 20% de potassium, le pic mondial va arriver vers 2100, et après ça va décliner. Les forêts, là, il n'y a personne qui les engraisse, puis ça marche. Il y en a en masse de tous ces éléments minéraux-là sur notre terre. L'idée, c'est de bien les utiliser pour ne pas avoir à faire ça. En culture en pot, c'est pas évident, on va s'en parler tout à l'heure. On continue, s'il te plaît. Là, j'ai un problème éthique. La culture en pot, ça prend des fertilisants. Puis, ça, c'est du jus d'algues. Okay? Si on regarde les chiffres, là, c'est 0,6, 0 puis 6. 0,6 azote, 0 phosphore, puis le potassium, 6. Oui, les plantes vont bien pousser, ils vont manquer de phosphore à un moment donné, mais les plantes vont bien pousser. Le problème, c'est que les concentrations sont faibles. Ça, c'est une bouteille en plastique ou en verre. Je n'ai pas de solution miracle. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'une plante en pot, éventuellement, va falloir la fertiliser. Quand est-ce qu'on la fertilise, Irène? Quand la feuille est jaune. Quand la plante nous le dit. Yes! Oui, Monique. Je vais être honnête avec vous autres, puis là, on va aborder un sujet qui est moins... très bientôt, puisqu'on commence à voir dans les pays scandinaves, puis même en Europe, je pense en Amsterdam, tout ça, il y a des urinoirs. Oui. Puis l'urine va être réutilisée de plus en plus, parce que l'urine, c'est très riche en azote. Oui. L'urine, c'est du 10 en 1. 10 azote. Pas juste l'urine humaine, là, mais l'urine, puis 10 azote, 1 phosphore, puis 1 potassium. L'urine fraîche, ça ne sent pas mauvais. C'est la vieille urine qui sent très mauvais parce que ça fait de l'ammoniac. En se dégradant, les bactéries dégradent l'acide urique, puis ça fait de l'ammoniac, NH3, puis là, c'est ça qui pue, c'est l'ammoniac. Mais en passant, pas n'importe quelle usine. Moi, je prends les médicaments, il n'y a pas question que je prenne ça, évidemment, parce qu'il y a des portions des médicaments que je prends qui se retrouvent dans l'usine. Mais l'urine traitée, il est possible qu'un jour, ben, qu'ils s'en aillent là, parce que dans le fond, on est des animaux, nous aussi, puis en fait aussi, fait que l'urine, c'est très très riche, la grande partie de tout ce qu'on rejette passe par l'urine. Mais par contre, l'autre affaire, l'autre numéro 2, lui, c'est 0,5, 0,5, 0,5 un fumier, à peu près. Puis du fumier, dans le fond, ça améliore la structure du sol, ça engraisse pas énormément, mais ça améliore beaucoup la structure du sol. Puis quand on prend de l'urine, on dilue 10 pour 1 en passant. Parce que si on met de l'urine direct de même, tu sais, quand un chien fait pipi sur un gazon, ça fait un spot jaune, puis ça pousse bien gros tout le tour. Hein? Ça brûle là, puis ça, à côté, c'est parce que la concentration est bonne.
Mais éventuellement, je pense qu'on s'en va là. Je sais que c'est un sujet un peu tabou, mais à un moment donné, c'est parce que là, on prend nos enfants. Arrêtez de chier dans l'eau et pisser dans l'eau. Ben, on est prêt à ça, c'est pas tabou. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Mais c'est ça. Mais à un moment donné, tu sais, je pense que c'est parce qu'on prend de l'eau qui a été purifiée, puis on flush les nutriments, tu sais. Je m'excuse, mais l'air. OK. Carence des plantes. Irène. Ce feuille-là, on ne veut pas les enlever. Moi, quand ils sont malades, on va regarder, mais parlons-en. Vous allez voir les nouveaux au jardin, là, ce qui est important, avant de faire. Prenez votre temps au début, tu sais, Claudie, puis prenez votre temps au début, c'est pas grave, OK? On va vous accompagner là-dedans. Mais ça, là, c'est important. Nos plantes de tomates, tu sais, il n'y a plus beaucoup l'an passé. Tu te souviens-tu, on avait des feuilles rouges? Ça, c'est parce qu'il n'était pas capable. Il y a du phosphore en masse dans notre sol. Il était trop mouillé. C'est pour ça qu'on a fait des travaux de drainage. Fait que les feuilles, quand tu vois du rouge de même, là, ou du vert et du rouge tout le tour, il y en a du potassium, je le sais, parce qu'on a une analyse de sol au jardin. Mais là, il manquait la plante était dans le flotte. Tu sais, il y a partout où il y avait une dépression, qu'il y avait une plante de tomate dedans, les feuilles étaient rouges. Tu n'es pas capable d'absorber son phosphore. Ce n'est pas une plante aquatique. Il faut que l'air pénètre dans le sol. Une feuille en bonne santé, là, c'est vert, sauf pour les espèces qui ont les feuilles jaunes ou d'autres choses, là, mais une feuille en santé, un plant de tomate, là, que ce soit vert forêt, là, quasiment noir. Quand tu as ça, moi, le reste, je m'en fous. Quand tu as ça, ça marche. La minute où c'est jaune, manque d'azote. Chlorophylle, tu as de l'azote et un magnésium dans le milieu, si tu regardes la molécule de chlorophylle. Pas d'azote, pas de chlorophylle. Pas de fer, pas de chlorophylle non plus. Okay? Le cuivre, c'est ça. Ça, c'est plus rare. Mais du manganèse, ça, c'est plus rare aussi. Mais ce qu'on voit beaucoup, là, chez nous, en tout cas dans un sol limono-argileux, c'est ça. C'est pour ça que je disais que ça prenait un terreau quand on a des plantes. Tu sais, en pot, ça prend un terreau aéré. C'est pour ça que je vous ai montré cette compagnie-là, parce que le sol, c'est dur de manquer son coup avec ce sol-là. Oui. Mettons que tu as un manque de phosphore dans ton sol. Oui. Tu vois que ça sur tes plantes. À ce moment-là, toi, tu n'en jettes pas d'engrais. Tu fais quoi? Tu fais quelque chose pour que ça apporte plus le phosphore? La première des choses, on a des analyses de sol. On sait qu'il y a du phosphore. On sait qu'il y en a en masse. Ouais. OK? Fait que si je vois ça, du rouge, là, la plante n'est pas capable d'absorber son phosphore. Fait que là, pourquoi? Moi, je le voyais, elle était dans l'eau, elle était dans la boîte. Okay. Fait que les racines, je vous ai dit, ça prend de l'air, faut que le sol soit aéré. Donc, la cause, c'était ça, c'était le drainage. Okay? Ça peut être un manque, une carence, ou ça peut être littéralement, c'est les racines dans l'eau. Okay. Alors, j'espère que comme moi, vous avez apprécié cette magnifique formation. Si vous avez le goût de dire un beau merci à Richard, je vous invite à mettre des pouces ou à inscrire un commentaire. Ça va être vraiment très apprécié. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule EcoTouch. Bye tout le monde!